Donc on va commencer cette rencontre, deuxième de la semaine, rencontre de la boutique. Alors donc bienvenue à toutes et à tous, parce que je vois de nouveaux visages. Donc bienvenue à la boutique Potemkin, qui existe depuis 20 ans. Nous sommes également éditeurs de DVD. Et la boutique, elle vend tous les DVD, et s'est agrandie il y a quelques années avec un rayon livre. Donc on met en avant aussi des livres autour du cinéma. Donc, on travaille depuis un petit moment avec l'éditeur un peu qui met en avant ce soir, Marest éditeur. Donc merci Pierre-Julien, merci Séverine pour votre travail et puis pour ce partenariat qui dure. Alors le principe des rencontres, c'est de profiter d'une actualité, du lancement d'un ouvrage, le mettre en avant, inviter son auteur et puis échanger, le temps qu'il faut, avec vos questions évidemment, peut-être le passage d'un extrait, on verra. Donc ce soir, on est très heureux d'avoir Nicolas Moreno à la boutique. Voilà, Donc Nicolas, tu es là pour cet ouvrage, New York, les samedis Uncut Gems, voilà, chez Marest éditeur. Donc c'est l'ouvrage dont on va parler. Je sais que tu as amené aussi quelques exemplaires de la revue Tsunami, qu'on a... voilà. Alors je précise juste que tu es fondateur et rédacteur de cette revue. Rédacteur en chef. Voilà. Rédacteur en chef, et que tu es critique de cinéma, et que tu as écrit aux Inrocks et à Première. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc parle-nous peut-être de la revue avant qu'on enchaîne sur les samedis. Du coup, comme dans la revue, en fait, on a tous à peu près 25 ans, donc on est tous nés au XXIe siècle. On s'était dit qu'il était temps en fait de faire un bilan du XXIe siècle, parce qu'en fait c'est des décennies, des années de cinéma qu'on connaît mal, parce que quand on pense patrimoine, on pense de suite années 60, années 70, les grands fondateurs. Donc en fait les années 2000, 2010, c'est des années qu'on revisitait très peu. Et on aime juste faire des tops en fait et s'engueuler entre nous pour dire que le meilleur film du XXIe siècle c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc là on a pris un numéro pour donner la réponse objective et vraie, véritable sur le XXIe siècle. Donc voilà. Donc, et ça donne quoi alors? Donc le meilleur film du XXIe siècle c'est La Commune de Peter Watkins. D'accord, ok. À découvrir si vous ne connaissez pas. Qui est dans nos bacs évidemment. Évidemment. Et voilà, et donc du coup en fait on a des articles transversaux, on a des critiques de films, on a élaboré un top 100 donc de la rédaction de Tsunami. Et après vous en avez peut-être entendu parler sur internet, ça fait un peu de bruit, mais on a invité tout un panel de personnes à répondre à la question de savoir quels étaient les meilleurs films du XXIe siècle. Et on a eu des réponses atypiques de plein de gens, donc ça va de... je sais même pas par où commencer. Enfin, on a des cinéastes français, des cinéastes internationaux, des producteurs, on a le producteur de Call Me By Your Name, on a des cinéastes porno aussi, on a vraiment tout un tas de personnes, des acteurs, des actrices, Gilles Lelouch. Oui, là, c'est un spectre. Ouais, c'est vraiment large. Il y a Pedro Pigno et Gilles Lelouch. On est content d'avoir les deux en même temps. Voilà. C'est difficile d'imaginer un film de Pedro Pigno avec Gilles Lelouch. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Le rire et le couteau, je sais pas. Le rire et le couteau 2, le retour. Non, mais c'est des semaines qui sont assez... il y a 2 jours, on accueillait Jean-Baptiste Aurey et Bernard Benoliel, qui sont une génération de critiques de cinéma. Là, moi, je suis content de te recevoir, parce que c'est une autre génération. Et la semaine prochaine, on aura Nicolas Saada, pareil, qui a interviewé plein de réalisateurs. Donc, c'est 2 semaines assez critiques et où on parle de cinéma contemporain, ce soir. Ouais. Alors, première peut-être question. Alors, on va faire circuler un micro s'il y a des questions. Commence à y penser et voilà. Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à écrire de manière comme ça, un peu urgente, un livre sur les frères Safdie? Alors, on découvre un peu les raisons en fin de livre, à la page 140. Voilà, page 140. C'est ça. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Donc, il faut lire tout le livre pour savoir pourquoi on l'a lu. Non, en fait, je pense que l'écriture du livre vient aussi du modèle de diffusion du film, c'est-à-dire que Uncut Gems c'est un film qui est sorti sur Netflix, qu'on ne peut voir que sur plateforme à l'heure actuelle, donc en fait... C'est bon. Donc en fait, même pour accompagner le livre, on ne peut pas diffuser Uncut Gems parce qu'on n'a pas le droit, parce que Netflix possède des droits, il faut des visas spéciaux, donc c'est trop compliqué. Donc en fait, voilà, et donc comme beaucoup de gens, j'ai découvert le film sur ma télévision. Alors moi je l'ai découvert à quelques mois du confinement, mais en fait la majorité des personnes qui ont fait l'expérience de ce film-là l'ont fait pendant le confinement, sans doute seuls, sur un mauvais écran, dans des mauvaises conditions, peut-être sur leur iPhone, dans le métro, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est un film qui a été beaucoup vu, mais sans doute mal vu.
Et c'est un film qui a été beaucoup vu seul pendant le confinement, alors que c'est un film qui est très habité. Et en fait, c'est l'un des films, l'un des films pionniers du début de ma cinéphilie. Et il y avait cette question qui traînait là depuis un moment, qui était de savoir pourquoi je m'identifie à ce mec qui n'a aucun rapport avec moi. Enfin, c'est un. J'espère. Bah... ouais, j'ai pas de dette. Non, enfin, j'ai pas de dette, t'es pas un loser total, tu fais pas de oh, ça, on verra, mais bon. Enfin, en tout cas, je suis pas juif new-yorkais de 40 ans, bijoutier. Bon, pourquoi ce mec-là me touche? J'ai envie de pleurer à chaque fois que je le vois. Enfin, voilà. Donc en fait, même dans le livre, il y avait un peu l'idée comme ça de commencer et de finir par cette question. Cet homme-là est mort, on peut pas faire comme si rien ne s'était passé, il faut donner du sens à cette mort. Donc j'ai essayé de construire un livre pour justifier cette mort et que cette mort n'ait pas été vaine, qu'elle n'ait pas eu aucun sens. Et en fait, l'idée était qu'au bout du livre, alors ça a été le cas, pour le coup j'ai eu de la chance, mais je trouve des réponses à pourquoi cet homme-là me touche et pourquoi cet homme est mort en fait. Et donc le cheminement m'a fait traverser beaucoup de destins new-yorkais. Donc c'est pour ça que le livre n'est pas tellement recentré sur Uncut James, c'est un point de départ qui en fait retrace la filmographie des frères Safdie et par extension quelque chose de l'ordre du style new-yorkais ou en tout cas d'une frénésie new-yorkaise. Et donc en fait dans le livre on peut croiser Christophe Colomb, on peut croiser des architectes, des peintres du XXe siècle. Donc en fait j'ai essayé de rendre le livre habité à la manière du film. Ouais, mais c'est tout le parcours aussi qu'on fait parce que alors moi j'ai revu Uncut James que j'avais pas revu depuis le confinement et je trouve que c'est un film qui a une place très particulière dans leur filmographie, dans la filmographie des frères Safdie, et que je trouve que c'est un film qui a une sorte d'ampleur qu'auront d'autres de leurs films, mais quand même, c'est vraiment une sorte un point très important. Et ce qui est intéressant dans ton livre, que je trouve de ma manière très bien écrit, très agréable, c'est très agréable. Non, mais c'est pas, je ne le dis pas toujours. Mais non, c'est très agréable de te lire. Et c'est très agréable aussi comment dire, cette plongée dans ce que provoque en toi ce film-là, et cette plongée donc dans New York, parce que c'est un film, je relis le sous-titre, le titre du livre, New York, les Safdie, Uncut James. Et tout est assez important, c'est-à-dire que tu parles beaucoup de New York, de la ville de New York, et comment ça fait écho. Bah, en fait, c'est-à-dire que, alors, si certains n'ont jamais vu de film des frères Safdie, il y a quand même quelque chose d'assez marquant dans le rythme même des films. C'est des films qui vont très vite. Et en fait, par exemple, il y a aussi une fausse idée que j'ai élucidée dans le livre, c'est que beaucoup de personnes ont l'image de Uncut James comme étant un film où des gens courent. Et en fait, on ne court jamais dans le film. Et en fait, il y a même un faux souvenir avec ça, c'est-à-dire que dans la bande-annonce Netflix du film, on voit Adam Sandler courir, alors qu'il ne court pas dans le film. Donc en fait, même dans le rythme, il fallait questionner comment ce rythme-là avait été créé et pourquoi. Et une justification à ce rythme était de dire que les Safdie sont quand même témoins d'un rythme new-yorkais, donc d'une frénésie. Et en fait, comme ça, on rattachait la mise en scène à la ville de New York en elle-même. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui... un petit rappel bio, parce que tu vois comment aussi les frères Safdie s'inscrivent dans cette génération-là. Tu parles du mumblecore, on avait quelques films du mumblecore, de ce moment un peu de cinéma indépendant new-yorkais. Alors parle-nous d'où ils viennent, leur naissance, et comment est né un peu leur cinéma. Et en fait, plus que ça, c'est hyper intéressant, là pour le coup, de parler des structures, et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est-à-dire que on peut avoir cette idée d'un cinéma qui n'a pas du tout à voir avec la politique, par exemple, et en fait... il fallait comprendre politiquement qui était Howard, donc le personnage du film, et quel était cet objet Uncut James pour mieux l'assimiler. Donc en fait, quand je parle de Netflix, c'est aussi parce que Netflix est un moment charnière de sa carrière, de son entreprise en 2019, vu que Netflix va exploser avec le confinement. Et de la même manière, c'est un film qui est A24, et A24 qui est donc la grande société de production et de distribution indépendante aux États-Unis. En fait, les frères Safdie ont d'abord travaillé en totale indépendance, en faisant des films fauchés, vraiment films amateurs avec des bandes de potes rencontrés à la fac. Après, ils se sont fait repérer, ils ont eu des producteurs, ils ont retrouvé des philanthropes, des millionnaires comme ça qui donnaient de l'argent. Enfin, ça existait encore à l'époque aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là est né ce qu'on a appelé le mumblecore, donc une sorte de mouvement esthétique dans le cinéma états-unien notamment. Mumblecore, ça veut dire marmonner, quoi. Marmonner, mais en fait, même ça, on en parle et c'est pas tellement représentatif en fait de leur film, parce que les Safdie, pour le coup, on parle très peu. Enfin, c'est pas qu'on parle peu, mais c'est pas la donnée qui permet de définir le cinéma des Safdie. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du cinéma indépendant qui a toute une histoire.
Et chez les Safdie, les corrélations, ça va plutôt aller chercher Ferrara et Cassavetes qu'un cinéma beaucoup plus nouvelle vague, cinéma de chambre, cinéma de lit, tout ça. Mais en fait, ils sont comme ça quelques-uns, avec Lena Dunham par exemple, ou Greta Gerwig, La série Girls. qui a fait la série Girls, et Greta Gerwig qui après a fait Barbie, à venir du cinéma le plus indépendant possible des États-Unis, et en fait à se retrouver aux manettes de la grosse machine américaine, pour pas dire hollywoodienne, parce que en fait c'est aussi un axe de travail dans le livre, c'est-à-dire que les frères Safdie ont toujours tendu vers la forme hollywoodienne, donc le mélo, le grand film à la Scorsese, ou le grand film comme peut l'être Marty Suprême dans la forme, mais n'ont jamais franchi le pas de travailler avec des studios. Ils ont toujours travaillé à partir du moment où la carrière s'est un peu accélérée avec A24. Et donc avec A24, ils ont notamment fait Good Time, Uncut James, Robert Pattinson. avec Robert Pattinson. Et donc ça, c'est un film où en 2017, ils vont au Festival de Cannes en compétition, donc ils sont vraiment plus que repérés à ce moment-là. Uncut James, ils le font pour Netflix, et après, ils continuent chacun de leur côté avec Marty Suprême et Smashing Machine. Donc en fait, c'est comme ça des cinéastes qui ont vraiment monté les étapes une à une du cinéma indépendant états-unien pour arriver un peu au sommet, et à l'heure actuelle en tout cas, ils n'ont jamais franchi le pas de travailler avec des studios, ce qui pour moi en fait, j'émets l'hypothèse que avec A24, ils ont trouvé des partenaires qui leur ont permis de faire le film de leur rêve, les films voulus, sans avoir de compromission vis-à-vis des producteurs ou des demandes, parce qu'il y a toujours ce narratif de les cinéastes hollywoodiens, ils sont empêchés par la machine, ou alors la machine les broie à un moment donné. Et je pense que l'une des intelligences, ou en tout cas des intuitions des Safdie, a été de ne jamais franchir le pas, et de toujours rester dans cette marge de manœuvre, de liberté, qui fait qu'ils restent des indépendants en fait, même si la forme aujourd'hui n'a plus rien du cinéma indépendant. On parle de budget à 80 millions de dollars, mais c'est 80 millions indépendants. Oui. Alors, oui, tu parles de ce moment-là aussi où Netflix change de braquet, et de cette période-là où il y a un changement dans les comportements et dans l'accès au film. Et donc Uncut James se place dans ce moment-là, qui est quand même un peu historique aussi. Complètement. Peut-être dit... En fait, j'ai essayé d'expliquer pourquoi Uncut James était peut-être un film important sur un plan historique. Notamment, et en fait c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que Uncut James sort un petit peu avant le confinement. Donc par exemple, on ne peut pas du tout dire que c'est un film qui a été pensé pour le spectateur neuneux qui a besoin d'avoir de l'attention toutes les 2 secondes et tout ça. Le film a été pensé avant, est sorti avant, mais par contre le film a joui du confinement et a pu rencontrer un public qu'il pouvait ne pas espérer en fait. Et après pareil, diffuser le film sur Netflix permet de toucher une audience que les films ne toucheraient pas en salle, et le coût qui a été joué là-dessus a permis aux cinéastes d'avoir un public mondial simultané qu'ils n'auraient pas pu imaginer en fait. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que même s'il n'y a pas de lien de corrélation entre la capacité d'attention, qui est en tout cas aujourd'hui la donnée fondatrice de Netflix, et le film des Safdie qui est très frénétique, même s'il n'y a pas de corrélation, il y a quand même une intuition qui montre que ce film a trouvé une certaine place sur Netflix, et a pu intéresser, peut-être d'un point de vue cynique, Netflix aussi. Oui, c'est toujours le souci de la caution un peu autoriste de ces grandes plateformes qui vont, qui vont proposer des films ou des séries assez formatées, et qui vont acheter comme ça, s'acheter un peu une sorte de conscience autoriste. Mais moi je suis toujours un peu dubitatif par rapport à ça, par rapport au format et à l'indépendance de ces cinéastes qui sont soi-disant indépendants. Je sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, est-ce qu'ils arrivent, avec un budget de 70 millions de dollars, est-ce qu'on arrive à rester indépendant vraiment? En tout cas, le Uncut James, c'est un film qu'ils ont essayé de faire pendant des années, qu'ils ont essayé de monter, et plein d'acteurs ont été rattachés au projet, et ils n'ont jamais réussi à le faire. Et en fait, Good Time leur a donné le ticket d'entrée pour avoir accès à Adam Sandler, qui à l'époque était l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Et Netflix leur a permis de faire ce film-là. Donc après, il y aura aussi l'hypothèse de dire que Netflix les considère déjà comme des auteurs prestigieux. Et de la même manière qu'ils vont récupérer Martin Scorsese avec The Irishman, ils récupèrent ce film-là en le sortant comme un film prestige, et en disant on a ces grands auteurs américains. Donc on peut aussi faire cette hypothèse. Alors, je regardais mon portable parce que figure-toi que ce matin, j'ai envoyé un mail à Darius Khondji, qui était venu ici, qui était et il me répond, c'est très gentil, parce que je lui dis passe à la boutique. Il y a une place devant. Et voilà, il y a une place devant, voilà. Il m'a dit c'est très gentil de m'inviter, mais je suis en Angleterre jusqu'à la semaine prochaine, cela m'aurait vraiment fait plaisir d'être avec vous à Potemkin, et critique passionnée. Les films des Safdie sont tellement une histoire de passion
pour tous ceux qui travaillent avec eux. Merci bien. Donc on a, Pas mal. voilà. Donc ça me permet de faire une transition aussi sur les chefs-op. Darius Khondji, Sean Price Williams. Ouais, Sean Price Williams, donc, qui a été le premier chef opérateur relié aux frères Safdie. Et Sean Price Williams a beaucoup travaillé avec eux, notamment quand ils tournaient encore dans la rue. Parce qu'en fait, dans le livre aussi, j'essaie de montrer comment, au fur et à mesure que les budgets augmentent chez les Safdie, les sphères new-yorkaises investies changent de forme, se réduisent et montent aussi spatialement dans l'espace en hauteur. Donc c'est-à-dire que c'est un cinéma qui a vraiment commencé dans la rue, avec un film comme Mad Love in New York où on suit une toxicomane. Donc là on a vraiment la référence avec l'autre grand film new-yorkais dont j'ai oublié le nom. Panic at Needle Park. Avec Panic at Needle Park, c'est vraiment les toxicos, la rue, les trottoirs. Et en fait à ce moment-là, la manière de filmer la frénésie pour les Safdie, et Sean Price Williams notamment, c'était de filmer avec des longues focales, donc c'est-à-dire de filmer de loin. Et en fait, on avait le champ qui est toujours saturé, encombré par des passants, des voitures. Et en fait, comme ça, l'image, même si c'était un plan fixe, pouvait avoir une sorte de dynamique. Et le fait de faire jouer des acteurs comme ça dans la rue permettait aussi de toucher quelque chose de l'ordre du réalisme, c'est-à-dire que les Safdie, par exemple, n'ont jamais coupé une rue pour tourner. Même avec Adam Sandler, même avec Robert Pattinson, ils faisaient le pari et en fait ils disaient que finalement on les emmerdait pas tant et qu'on reconnaissait pas ces gens-là parce que Robert Pattinson il est blond dans le film, parce que Adam Sandler on lui met des lunettes et ça passe en fait et le flou new-yorkais fait qu'on s'arrête même pas sur un toxicomane qui est en train de faire une overdose à nos pieds. Donc en fait s'il y a un mec dans une fontaine à New York on s'en fout quoi. Et en gros même là je pense que dans la manière de faire des films ça dit quelque chose de l'état d'esprit new-yorkais ou en tout cas ce que eux veulent dire de cet état d'esprit là. Et donc Sean Price Williams a beaucoup travaillé comme ça à faire des films avec une patte vraiment reconnaissable. Et c'est on a édité d'ailleurs son film The Sweet East. Oui, qui est d'ailleurs très safdien dans la forme. Et qui est tout simplement un très bon film. Excellent, complètement. Et après, du coup, pour Uncut James, donc, ils sont passés avec Darius Khondji, qui est un grand chef opérateur, on peut dire ça. Qui a travaillé avec, qui a fait Seven, Fincher, qui a travaillé avec Haneke, qui a travaillé avec tous les plus grands. Quoi. Et qui a aussi retravaillé avec Joel Safdie pour Marty Suprême. Et là où on peut dire qu'il est quand même très fort, c'est qu'il sait mettre en lumière des films d'époque. Et c'est aussi le moyen pour moi de rappeler que Uncut James c'est un film d'époque, parce qu'il sort en 2019, mais il se passe en 2012. Donc, il y a quand même comme ça. Oui, c'est pas ce qui vient tout de suite, mais par rapport à Marty Suprême, on n'est pas. Ouais, c'est une autre forme d'époque. Mais avancez, il y a des places assises devant. N'hésitez pas, désolé. Bon, s'il y a des questions déjà, voilà. Levez le bras, on vous fera passer un micro. Ce que tu as, pardon, oui. Justement, je voulais venir avec. Je voulais justement t'en parler et savoir aussi. Tu disais que le film avait beaucoup évolué, enfin, en tout cas, était un marqueur historique par rapport à sa sortie sur Netflix, et notamment sa dynamique qui a aussi. Pour moi, je l'avais beaucoup assimilé la première fois que je l'avais vu à deux autres formes dans lesquelles il s'inscrivait totalement. C'est à quel point le film était inspiré non seulement par les jeux vidéo, un peu comme Good Time, dans un effet, je trouvais, de gradation, rétrogradation, en fait, dans une forme de quête du personnage, et notamment dans la vitalité, si bien que le générique qui illustre ton livre fait penser vraiment à un générique Nintendo. Ah oui, et aussi à une autre forme qui est le rap. C'est-à-dire que c'est un personnage que j'assimile aussi dans son espèce de désir de volonté de puissance, dans sa folie, dans presque une espèce d'autodérision, et en même temps sa manière de parler presque spéculative, permanente, etc., faisait penser à un rappeur new-yorkais. Et en fait, quand tu disais Scorsese faisait des films qu'on assimilait beaucoup aussi à des morceaux de rock ou mythos Rolling Stone, j'ai l'impression que les Safdie, eux, s'assimilent vraiment au hip-hop, ou à un esprit vraiment hip-hop, voire trap. Oui, complètement. Okay. Alors je vais essayer de ne pas être décevant parce que j'ai pas forcément eu l'intuition du jeu vidéo, mais elle reste intéressante. En tout cas, s'il y a quelque chose de ludique dans le cinéma des Safdie, c'est, je pense que c'est des gens qui sont très marrants. Et en fait, là où ça se voit, c'est dans... et en fait, ça me permet aussi de rattacher par rapport à 24, c'est que la mutation du marketing dans le cinéma indépendant américain a vraiment évolué avec A24, qui est passé à quelque chose de l'ordre de l'événementialisation totale, au point où Marty Suprême, en fait, ça a saoulé les gens et c'est même allé contre le film, je pense, à un certain moment. Et en fait, ça, c'est quelque chose que les Safdie ont fait très vite. Et en fait, par exemple, si on regarde un peu dans les archives par rapport à Uncut James, ils ont fait un court-métrage avec Adam Sandler dans un diner
où en fait Adam Sandler Ouais. devait présenter le film avec eux dans Uncut James à l'époque. Et en fait, Adam Sandler leur dit j'ai trop la flemme, j'ai pas envie. Ils leur disent bon bah. Et en fait, ils le filment à son insu comme ça, et après ils font comprendre qu'ils le filment. Donc, et en fait, ils se servent de ce court métrage a posteriori pour faire la promo du film. Donc en fait, je pense que. Le film a son insu, mais Adam Sandler, ce que tu écris, c'est qu'il voilà. il revient en disant je suis complice de tout ça. C'est un acteur. Ouais. Et en fait, moi, l'hypothèse que j'ai, c'est que faisant la gueule devant la caméra, se rendant compte qu'il fait la gueule devant la caméra, comme c'est un acteur qui a besoin d'être aimable, sexy, il revient en disant mais non, c'est une blague, je fais pas la gueule, nanani. En fait, mais oui, d'accord, le film. Ça, c'est ton hypothèse. C'est mon hypothèse. Peut-être que Adam Sandler. Peut-être que c'est vraiment immense. Mais bon, quelle qu'en soit la vérité, il y a quelque chose de l'ordre du marketing qui peut être vaguement rapproché du jeu vidéo dans cette manière de concevoir le marketing comme une extension du cinéma. Et c'est ce qui a été le cas avec Marty Suprême, avec le cas de La Veste, avec la fausse interview, enfin c'est pas une fausse interview, mais ils ont fait leaker pour de faux une fausse réunion Zoom entre Timothée Chalamet et les équipes marketing, où Chalamet était fou pour faire parler du film. Donc en fait, il y a toujours comme ça des extensions du film, et ils font toujours des courts-métrages en fait en parallèle. Donc il y a un peu de ça. Et après, par rapport au hip-hop, déjà ils ont réalisé un clip de Jay-Z. Et après, je pense que ce qu'il y a de très hip-hop dans leur film, c'est peut-être plus une question de rapport à la colorimétrie. Et en fait, j'ai développé un chapitre entier là-dessus où j'explique comment la saturation de la réalité par la couleur dans les films de Safdie représentait comme, pour les personnages comme un échappatoire dans lequel se révéler en fait. Et donc il y a comme une angoisse de la réalité. Et par exemple dans Uncut James, il y a toute cette séquence en boîte de nuit avec les néons noirs. Dans Good Time, il y a l'explosion de pigments dans les billets de banque qui après donnent les cheveux rouges à Robert Pattinson. Et en fait, lorsque les pigments explosent, les quelques décors qui suivent sont tous rouges. Et en fait, comme ça, il commence à virer dans la nuit. Déjà dans le jour, il y a un changement de la colorimétrie qui annonce en fait la voie parallèle, le mode de vie parallèle qui est la nuit dans lequel on peut se révéler. Et donc en fait, il y a peut-être quelque chose d'assimilable au rap là-dessus, sur le fait qu'il faut dévier de la réalité pour se trouver chez les Safdie. Et plus j'ai envie de dire basiquement, au niveau du rap, il y a la présence quand même de personnages qui jouent leur propre rôle. Le basketteur Kevin Garnett et le The Weeknd. Et The Weeknd, le rappeur également. Donc c'est ce qui aussi, je trouve, donne la force du film, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une incursion, presque une effraction comme ça du réel, et du réel qui est quand même chargé de bijoux, de diamants, de musique, de sons. Complètement, et au-delà de ça, c'est un film adapté des souvenirs de leur père qui a été bijoutier dans le Diamond District. Voilà, c'est ça. Et en fait, je pense que c'est aussi une de leurs forces des Safdie d'être capable comme ça d'entremêler des éléments réels, des souvenirs, et en fait de les radicaliser par la fiction. Et je pense qu'on traverse aussi, peut-être que le cinéma indépendant traverse une sorte de crise de la fiction, où en tout cas on se dit mais quelle fiction vaut le coup, et en fait on se retrouve avec des gros mastodontes, par exemple Une bataille après l'autre, des films comme ça qui ont un grand souffle épique. Et là chez les Safdie... Tu n'aimes pas Une bataille après l'autre? C'est pas la question. non, si, non, tu des gros mastodontes, donc c'est pas... Oui, mais déjà il y a une forme ample, quoi, comme film de 2h30, film historique. Et Marty Suprême s'inscrirait là-dedans, par exemple. Oui, mais en tout cas, dans Uncut James, comme ça, il y avait un désir d'entremêler des vrais souvenirs à une radicalisation par la fiction. Et c'est beau. Ouais, mais, et puis surtout, moi je trouve que dans leur film, tu parles du Pitié, du Paul Thomas Anderson, mais il y a un vrai plaisir pour le spectateur, j'imagine aussi pour le réalisateur, mais un plaisir de l'action. Et là, tu en parles, c'est intéressant, l'idée du MacGuffin, comme si le MacGuffin, c'était pas l'Uncut James, mais c'était le personnage de Howard qui était là et qui était le moteur de l'action en permanence. Peut-être parle-nous de ça. En fait, j'ai... Qu'est-ce qu'on retrouve dans Marty Suprême aussi. Complètement. Mais en fait, c'était dans l'idée de ramener Howard à une forme, à un discours politique, ou en tout cas de resituer Howard politiquement dans l'espace. Il fallait voir comment Howard évoluait, quel était son train de vie, comment il évoluait dans New York en fait. Et il y a une séquence hyper intéressante dans Uncut James où Howard récupère la pierre, et donc en fait il veut faire de l'argent sur cette pierre. Et on veut faire de l'argent tout court. Voilà. Et donc il récupère cette pierre précieuse.
Et en fait, entre le moment où il dit qu'elle fait 3000 carats à 4000 dollars le carat par exemple, donc avec une valeur estimée style à 25 millions, entre le moment où il échange, il récupère la bague du basket. 25 000 $. Non, là ça compte en millions, alors peut-être que je Ah suis oui, pas bon en d'accord. maths, mais Ok. en tout cas, Mhm. en fait je faisais le calcul de dire que d'après la première définition de la pierre par Howard, elle valait par exemple 20 millions de dollars. Et D'accord. qu'en fait, entre le moment où il la donne au basketteur, qui lui donne la bague en échange, qui va mettre en gage, etc., en fait, en 2 minutes, on passe à 25 000 $. Donc en fait, comme Ah oui, ça, il y d'accord, avait d'accord, une oui, espèce c'est de d'accord. fluctuation de la valeur de la pierre Hum. qui faisait que. C'est ça, en fait, l'état avancé du capitalisme dont Howard est le témoin. C'est une fluctuation où les paris sont de plus en plus incertains. Et le film qui traverse un peu comme ça différents films des Safdie, c'était aussi de montrer comment ce sont toujours des personnages qui sont traversés par des intentions pures. Good Time, c'est sauver son frère. Uncle James, c'est pur. Je cherchais en Mettre la famille à l'abri, on peut dire. En tout Oui, cas, bah, pas mal à l'abri, quoi. Mais la bon, famille. les toxicomanes de Mad Love in New York, le but c'est de se sortir de leur toxicomanie. Et en fait, l'état politique actuel, le capitalisme américain les empêche par la voie légale de parvenir à ces fins-là. C'est-à-dire que dans Good Time, on ne peut plus, quand on est issu de la classe moyenne et qu'on a un frère qui a un handicap mental, on ne peut pas se servir de s'occuper de lui. On est obligé de le mettre dans des institutions qui sont encore plus oppressantes que le réel qu'il est déjà. Donc en fait, comme ça, il y a toujours une pureté au départ qui montre qu'on est obligé de dévier du cadre légal pour s'en sortir. Ouais, je sais pas, je cherche la pureté chez Marcy Suprême. Mais... Marcy Suprême, c'est quelqu'un qui veut juste avoir une histoire d'amour et qui est empêché par l'argent. C'est un amoureux empêché par son prolétariat, moi, je pense. Question, retour, oui. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question un peu plus globale sur la ville de New York. Pour être très honnête, je ne connais pas les frères Safdie, mais je vais vous entendre par rapport à la ville de New York. J'ai tourné, pour ma part, pas mal de films à New York. Et il y a une question que je me pose continuellement, c'est est-ce que vous pensez, qu'est-ce que New York a comme ville, en tant que ville, que les autres villes n'ont pas, d'un point de vue cinématographique? C'est-à-dire que moi, je me pose toujours la question à chaque fois que je vais là-bas, c'est est-ce qu'elle est fascinante parce qu'elle a beaucoup été filmée, ou est-ce qu'elle est fascinante de base? Quel est l'œuf de la poule? Alors déjà, j'explique dans le livre que un jour un génie m'a dit qu'on n'avait pas besoin d'aller à New York pour écrire sur New York, et je suis dans cette situation, donc moi j'y suis jamais allé. Ce qui est un peu paradoxal pour écrire sur New York, mais il fallait être sincère par rapport à ça. Ni aux USA. Ni aux USA, ni aux États-Unis. Et en fait, en regardant un peu dans le cinéma états-unien, américain, je pense que ce qui intéresse particulièrement les Safdie et Marty Suprême valide cette hypothèse-là, c'est que New York, c'est d'abord le point d'arrivée des Européens ou de l'immigration aux États-Unis. Et en fait, j'essaye de décrire aussi comment dans la filmographie des frères Safdie, il pourrait y avoir comme ça l'idée que à New York, on fait un mouvement qui est d'arriver à New York, vouloir s'élever socialement pour après retomber. Et en fait, à travers différents bouts d'histoire de la ville de New York, j'essaye d'expliciter ce schéma-là. Donc en fait, par exemple, les premières images qu'on a de la ville de New York, l'équivalent des lumières à New York, c'est des gens qui sont sur un bateau et qui filment la skyline en 1906. Et en fait, si on retrace et qu'on continue après, par exemple, avec un extrait l'extrait connu de Vidor, de La Foule, on a une caméra comme ça dont la première intuition pour montrer la démesure de la ville de New York, c'est de filmer un immeuble dans sa hauteur avant de rentrer comme ça dans les bureaux décuplés des travailleurs. Donc en fait, il y a toujours comme ça un rapport où les gens qui travaillent viennent à New York pour travailler, pour s'élever, et très souvent ils chutent. Et après, d'un point de vue architectural, je pense que ce qui intéresse les Safdie, c'est le cadre oppressif que représente New York, et qu'en fait, par exemple, ce que je décris dans le livre, c'est que chez les Safdie, on voit jamais l'horizon. Le seul moment dans la filmographie des Safdie où on voit l'horizon, c'est la fin de l'Indian the Kids, donc l'histoire d'un père qui a ses enfants, et c'est vraiment compliqué pour lui. En fait, il doit d'un coup déménager dans le métro, et en fait, on a un métro aérien comme ça où on voit l'horizon, mais en fait, l'horizon, c'est l'autre rive new-yorkaise. Donc par exemple, on ne sort jamais de la ville de New York dans une grande partie de la filmographie des Safdie. Donc il y a comme ça quelque chose de l'ordre de l'enfermement. Et en fait, c'est une ville qui est orthogonale, et pourtant on tourne en rond dans cette ville.
Donc je pense que c'est ça qui les intéresse. Et après, dans leur premier film, où on reste vraiment au ras du sol, le fait d'avoir comme ça des grandes tours permet de casser toute ligne d'horizon, de toujours être dans un cadre oppressif. On n'a pas du tout d'espace pour respirer, il n'y a pas de grandes aires libres, quoi, enfin d'espace vide, quoi, tout simplement. Donc je pense que dans un premier temps, c'est ça qui les a intéressés. Et après, en fait, ce que j'essaye de montrer, c'est que, notamment jusqu'à Uncut James, après c'est un peu différent vu qu'ils partent chacun de leur côté, dans Good Time, on commence à resserrer dans des intérieurs, et dans Uncut James, on coupe l'intérieur littéralement, avec, je sais pas si vous l'avez vu, mais dedans, c'est une grosse partie de l'action se déroule dans la bijouterie, dans laquelle il y a un sas qui est dysfonctionnel, donc en fait, même l'espace en lui-même est segmenté. Donc en fait, ils ont comme ça monté dans l'espace, parce que la bijouterie se trouve dans un immeuble, donc on a resserré, et dans le resserrement, on a encore resserré en segmentant l'espace. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose vraiment de l'ordre de l'enfermement qui les a intéressés, et de montrer comment une ville aussi grande que New York était d'abord un espace d'oppression et d'enfermement. Alors, si tu veux bien, Nicolas, on a préparé l'extrait, tu m'as proposé, ça te va? Allez. Problème. Donc, là, elle est intéressante cette scène. 12 ou 15 millions. Du coup, 3000 carats à 5000 $. Ah oui, tu as fait le calcul. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais non, mais, Bon, je m'étais trompé dans les chiffres. mais je pense que c'est vraiment loin d'être anodin dans le cinéma indépendant américain de dire que c'est des cinéastes qui parlent beaucoup d'argent. C'est quelque chose dont on n'a pas tout le temps les données. Là, c'est au cœur de la scène, on parle d'argent. Et en fait, ce qui me semblait intéressant dans cette scène, c'était aussi de montrer comment, par rapport à l'image qu'on peut avoir d'Uncut James, il y a quand même déjà des excroissances qui en fait sont vraiment au milieu de leur cinéma, comme ce plaisir pour le psychédélisme, ou alors quelque chose comme la référence à Robert Altman qui est très importante pour les Safdie, et la manière dont le travail sur le son montre que la scène est indépendante de ce qui se passe et qu'il y a de la vie existe autour. Donc en fait il y a toujours du son, il y a de la saturation, on entend des gens parler, il y a encore des transactions en cours à côté, et la fluidité avec laquelle Howard est dans son bureau, parle avec son employé pour passer, aller montrer la pierre au basketteur, en demandant à l'employé sur son chemin son iPhone. Film historique, hein, c'est pas l'iPhone 15, on reste sur un film historique avec l'iPhone. Ok, d'accord. Enfin bref, donc comme ça il y avait... Au moins, je vais pas débattre de ça. Enfin, en tout cas, voilà, ça me semblait intéressant de montrer comment dans ce film-là, il y a vraiment cette référence à Altman qui est très lisible sur le fait que le son est toujours encombré. En fait, c'est l'encombrement et même dans le son. C'est dans l'image. Le son et le cadre aussi. Voilà, donc c'est les deux en même temps. Et quelque chose qui pouvait aussi passer comme ça à l'air de rien, et qu'avec Marty Suprême, ça devient un peu plus visible. C'est le rapport au judaïsme qui est très important chez les frères Safdie. Donc, cinéaste issu d'une famille juive, leur père aussi. Donc, du coup, ce bijoutier juif qui parle d'avoir acheté une pierre comme ça à des juifs éthiopiens. Là, comme ça, on pouvait pas en faire grand chose, mais en fait, avec Marty Suprême, ça me permettait dans le livre de développer d'autres intuitions. Et notamment avec mes éditeurs aussi, où on a beaucoup parlé là-dessus, de qu'est-ce que ça veut dire cette pierre en fait, qu'est-ce qu'on en fait de la pierre en elle-même. La force de la dialectique, du dialogue avec les éditeurs, c'est de pouvoir développer les idées et montrer qu'en fait, par exemple, l'une des références un peu comme ça sournoises de Uncut James, ça pourrait être aussi 2001, l'Odyssée de l'espace. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans l'écriture du livre, mais en fait, la pierre, le monolithe dans 2001, peut être vu d'une certaine manière comme étant un retour du refoulé juif chez Kubrick. Là, comme ça, on dirait que c'est un truc hyper... voilà, mais c'est... Non, il y a 10 000 interprétations. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'est ce qui fait les grands films. C'est ça. Mais qu'en fait, à toutes les exégèses. Et en fait, il le dit, Howard, c'est l'histoire, mec. Et en fait, la pierre, comme étant un motif qui traverse l'histoire. Donc en fait, on peut remonter à la Torah, les tables qui sont gravées sur la pierre et tout ça. L'air de rien, en fait, ça donne une densité comme ça à la pierre. Densité qui est toujours mise en corrélation avec l'argent ou la valeur spéculative de la pierre. Et après, ce qui était intéressant, c'était de montrer ce que provoque la pierre, parce que le film ne donne pas de manuel de compréhension de la pierre. Est-ce que la pierre
révèle ce qu'il y a au fond de nous? Est-ce que la pierre radicalise nos désirs? Et en fait, j'ai essayé un peu de développer les théories dans l'essai et dire que la pierre développait ce qu'il y avait au fond de nous, c'était trop essentialisant. En gros, ça veut dire il y a des gens qui sont méchants, qui méritent de mourir. Donc en fait, c'était pas satisfaisant. Donc en fait, dire que la pierre radicalise les désirs qu'on a au fond de nous pouvait montrer que l'enfermer personne. Et donc là, dans le cas de KG, donc Kevin Garnett, qui est un véritable basketteur, qui regarde dans la pierre à un moment où dans sa carrière il joue des matchs importants, on voit, en tout cas on entreaperçoit que dans ce plan psychédélique se mêlent comme ça des images de Kevin Garnett, donc on en reconnaît une ou deux, où on le voit enfant, on le voit basketteur, avec des images plus larges. On peut faire l'hypothèse que ce sont des images du peuple juif, ou en tout cas d'un peuple comme ça. Encore une fois, l'idée de traverser les époques. Il y a des images d'excision en Afrique, enfin, c'est assez obscur, c'est assez compliqué d'ailleurs de référencer toutes ces images, parce que déjà il faut faire pause au bon moment, puis trouver la source des images, donc c'est pas tout à fait net ou résolu encore aujourd'hui. Mais en tout cas, comme ça, l'idée était de montrer que le destin d'un peuple, par exemple, se joue encore au présent, encore aujourd'hui, et que chaque nouvelle génération porte le flambeau, quoi, et ça se continue. C'est pas, il n'y a pas d'idée que, par exemple, le peuple juif, son histoire se serait finie il y a longtemps. C'est encore en cours. Et donc là, on voit que la fascination de Kevin Garnett pour la pierre casse la vitre. Et moi, je trouve que scénaristiquement, c'est super. De renfermement comme ça en une minute de plein d'informations. Donc en fait, le psychédélisme nous met dans un état second, et d'un coup la vitre qui se casse nous ramène d'un coup à la réalité. Encore une fois, t'as cassé une vitre, ça coûte de l'argent, il y a toujours comme ça ce retour du réel matériel, quoi. Mais moi, et puis je trouve que le film aussi est assez fort sur cette pierre, ce qu'elle véhicule, comme tu dis, c'est des désirs profonds, des histoires, mais c'est la question de la croyance, c'est le prix qu'on y met et le prix qu'on lui donne, quoi. Et c'est assez. Moi, ce que je trouve assez beau dans la scène, c'est de voir un grand basketteur, comme tous les grands sportifs, qui se demandent toujours à quoi tient une carrière, à quoi tient un panier, à quoi tient la réussite, la chance. Parce qu'il est question de chance quand même dans ce film-là. Comment est-ce que j'arrive à capter quelque chose? Et le personnage de Ward court après ça. Il y a un moment, le moment où il s'arrête, et il dit tout ce que je touche, j'en fais de la merde quelque part. Il y a quelque chose qui le relance. Donc il y a vraiment c'est vraiment une question de croyance dans une sorte de bonne étoile. Et dans cette scène-là avec Keiji, il y a vraiment ce moment-là où il est complètement incrédule. Mais qu'est-ce que tu me vends, ta camelote, c'est quoi ta pierre? Et après, la façon dont comme un camelot comme ça, il lui retourne la tête et il arrive à lui faire pas. Il arrive à lui faire partager sa croyance. C'est-à-dire que cette opale, elle vient des juifs éthiopiens, je sais pas quoi. Donc le basketteur est là avec ses racines africaines, à fantasmer tout ça, et à regarder la beauté de cette opale, et nous embarque avec. C'est-à-dire qu'on part d'une sorte d'arnaque qu'on va chercher dans le cœur d'un poisson à une sorte de beauté universelle, et voilà. Ou alors ils y croient sincèrement tous les deux, c'est possible. Oui, mais au début, mais après, bien sûr, et peut-être que cette pierre a des pouvoirs insoupçonnés. Et c'est là où je pense que les Safdie sont assez pertinents d'un point de vue matériel et politique, c'est que il est question de chance, mais il est aussi question de provoquer la chance. Donc d'un point de vue cynique, vraiment l'idéologie néolibérale. De l'empêcher ou de creuser sa tombe aussi. Parce que complètement, c'est bien la conclusion. Mais en tout cas, pour gagner gros, il faut miser gros. C'est vraiment ceux qui portent Marty, ceux qui portent Howard et tout ça. Mais il provoque cette chance. Il provoque ses propres embûches aussi, quoi. Complètement. C'est ça, mais en tout cas, pour gagner ce qu'il attend de la vie, il est obligé de se mettre dans cet état-là. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est quitte à sacrifier beaucoup de choses. Ouais. Toutes les relations qu'il a autour de lui, à savoir les relations avec ses enfants, avec sa femme. Mais c'est là où c'est intéressant. On parle de chance, mais on peut dire aussi le mot pari. Et j'ai un développement sur le mot pari en lui-même. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là ont de la chance, provoquent de la chance, font des paris. Mais par exemple, dans le cadre du basket, par exemple, les frères Safdie ont fait un documentaire sur le basket à travers un personnage complètement oublié qui s'appelle Lenny Cook et qui était un basketteur. Et en fait, c'est un basketteur qui était au lycée. Donc en fait, il faut savoir que nous, si en France, on est vraiment complètement dans le type de sport équivalent, ce serait le football. Aux États-Unis, le basket a des règles complètement différentes. Et les basketteurs à un moment donné, étaient recrutés dès le lycée.
ce qui faisait que on pouvait faire des paris encore plus gros. Donc encore une fois l'idée de gros paris, parce que quand on a recruté LeBron James en sortie de lycée, bah, si après on fait un contrat de 10 ans avec LeBron James, bon bah voilà. Mais en fait ce pauvre Lenny Cook était meilleur que LeBron James à l'époque au lycée, et personne ne le connaît. Et donc du coup les Safdie ont retracé comme ça comment ce basketteur brillant est tombé dans l'oubli, et on montre comment la chance justement peut aussi jouer dans un autre sens. Et en fait ce garçon-là, quand il a commencé à gagner des matchs de basket, il venait d'une famille pauvre, et contrairement à LeBron James, lui le soir il allait en soirée, il achetait des voitures, il prenait des limousines, il dépensait son argent quand LeBron James faisait des paniers. Et donc en fait pour les recruteurs, on a estimé que Lenny Cook était un pari trop risqué parce que il avait trop de chances de briller. Et en fait, on voit vraiment les basketteurs comme des investissements. Et c'est-à-dire que ce mec-là, on n'a pas misé sur lui parce qu'on s'est dit, il a plus de chances de mal tourner que LeBron James. Donc en fait, la question de la chance est vraiment à double tranchant chez les Safdie. Et elle n'est pas justement dans une idéalisation ou une essentialisation. Elle est assez concrète, quoi. Elle revient toujours à ce point très concret du fonctionnement du capitalisme. Et par exemple, juste pour finir sur Lenny Cook, finalement, le règlement de la NBA, du basket, a interdit le recrutement au sortir du lycée. Donc on peut se dire, ah c'est bien, on fait ça pour les enfants, on fait ça pour qu'ils maturent. En fait non, la NBA, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait ça pour que d'autres centres de formation payent la formation de ces lycéens à l'université pour les récupérer en fait plus matures. Donc en fait, il y avait un écrémage qu'on a délégué pour ne pas le faire nous-mêmes, pour en fait perdre moins d'argent. Donc en fait, je trouve que la chance circule partout, et elle montre comment elle peut être à la fois ultra cynique, elle peut être aussi des moyens d'essayer de s'en sortir chez les Safdie, chez les personnages principaux. Et comme le réel est quand même assez violent, la plupart du temps, provoquer la chance c'est bien, mais très peu de destins ont cette chance jusqu'au bout. Et c'est pour ça que il n'y a pas de happy end chez les Safdie, jusqu'à Marty Suprême, la question est en débat, mais il n'y a pas de happy end chez les Safdie. Alors ça me fait une bonne transition pour aussi Smashing Machine, qui je trouve occupe une place assez intéressante, qui est un film qui s'est complètement planté. Alors que c'était un gros budget, donc pour ceux qui l'ont vu, je sais pas, avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, et qui raconte l'histoire d'un champion de MMA. Et donc toute l'histoire du film, c'est aussi justement apprendre à perdre, quoi. Et c'est là où c'est assez vertigineux, mais c'est que les Safdie se sont séparés en sortant d'Uncut James. Donc il y avait entre guillemets une raison, un intérêt, un prétexte à faire un essai pour faire une espèce de bilan d'étape, où en sont-ils. Et après, ils ont chacun fait un film de leur côté, donc Smashing Machine et Marty Suprême. Les films ont évidemment été comparés, les films n'ont pas du tout eu les mêmes carrières, mais en fait, les films ont beaucoup de points communs en premier lieu. Ils ont le même budget, et grosso modo, c'est l'histoire d'un sportif qui est mis à rude épreuve dans son propre domaine, dans sa propre discipline, par rapport à l'arrivée d'une nouvelle règle qui est importée du Japon. Donc c'est quand même un point commun très précis, il faut le noter. Et en fait, grosso modo, la question qui se pose, c'est comment rester moderne. En fait, comment toi qui es au sommet de ton art, tu réussis à rester au sommet de ton art et à prendre la modernité en cours de route. Et en fait, je pense que moi je lis pas du tout Smashing Machine comme ça, mais bon. Justement, et en fait, c'est que les deux répondent de manière très différente. Oui, voilà, c'est ça. Et je pense que pour expliquer entre guillemets le bid de Smashing Machine, moi j'aurais envie de dire que le film est beaucoup moins lisible qu'un Marty Suprême qui est, tu vois, la forme ample. Tout ça, on voit beaucoup plus facilement là où veut venir le film. Là où je pense que Smashing Machine, en fait, ses références, c'est plutôt Douglas Sirk, le mélo. Et en fait, il y a comme ça une espèce de recentrement sur la villa, sur le couple. Et le propos du film, entre guillemets, c'est de dire que même si je perds dans mon sport, finalement, l'important n'est peut-être pas le sport en lui-même. Il y a d'autres choses qui font que la vie est intéressante. Il apprend à perdre, et c'est ce que nous apprend la défaite, en fait. Oui, et puis déjà, moi je trouve que c'est intéressant quand même de les voir, de voir ces deux films, parce que les styles sont absolument quelque part dans Smashing Machine, il y a une sorte de mollesse comme ça du film, d'inertie, mais qui est liée aussi au protagoniste. Alors qu'on retrouve dans Marty Suprême le côté nerveux, un peu scorsésien, un peu du film. Mais non, c'est là où je trouve intéressant, c'est qu'à la fin, à la fin de Smashing Machine, il y a cette petite vignette, ce petit insert documentaire où on retrouve du vrai sportif. Pourquoi je pensais à ça? Parce que tu parlais du basketteur qui était passé à côté de... Voilà. Moi je trouve que si le film est magnifique, c'est en ça que
Par exemple, si on compare Smashing Machine à d'autres films de sport de combat, l'idée principale c'est de montrer un héros, il y a la défaite, le coup dur, on va s'entraîner, match final, fin. Et en fait là, il y a les championnats du monde, il se fait dégommer assez vite, il part en désintox, il revient pour les nouveaux championnats du monde, et en fait on se rend compte après coup que son entraîneur est le personnage principal d'un film qu'on n'est pas en train de voir. Et qu'en fait cet entraîneur qui va le gagner parce qu'il va jouer contre son entraîneur et son entraîneur va aller jusqu'à la finale, on se dit ah ok en fait on est du point de vue du loser, et en fait on décentre, c'est que le film ne finit pas sur un match de enfin grosso modo Rocky quoi, on finit pas là-dessus, il y a un décentrement comme ça qui est apprendre dans la défaite. Moi par exemple je trouve que l'une des plus belles scènes c'est quand il est sous la douche et qu'il vient de perdre, il rigole, c'est absurde, enfin, pourquoi tu rigoles et en fait bon bah voilà il apprend à perdre et moi je pense, et mon autre hypothèse, je vais essayer de pas être lourd et pompeux mais enfin je vais essayer, c'est que l'une des grandes questions à l'œuvre dans ce que traversent les personnages principaux des Safdie, c'est de les regarder, d'essayer de voir en eux une profondeur qu'ils n'ont peut-être pas. Et par exemple, Howard, je dessine aussi l'idée que c'est peut-être un être fait uniquement de surface. Et en fait, là, dans Smashing Machine, et moi je pense que ça a notamment à voir avec la musique du film, on montre comme ça cette espèce de grand colosse, et on essaye de créer de la profondeur en lui, et la profondeur ne passe pas par les matchs, pas par les coups, pas par le corps, mais justement par ce qu'il vit en dehors du ring. Donc la désintox, la défaite, toutes les scènes avec Emily Blunt. Et en fait, je pense que là où ça a beaucoup perturbé des gens qui pouvaient aimer les films des Safdie, c'est que d'un coup, au lieu de chercher la frénésie, la surface, et en fait comme ça on n'approfondit rien, on passe toujours d'une étape à l'autre, là d'un coup, il y a une abysse comme ça, et on essaye de comprendre ce qui se passe au fin fond de l'âme ou du cœur de Dwayne Johnson, de ce sportif. Ouais, et puis presque plus simplement, il y a quelque chose de presque documentaire quoi, sur ces comédiens là. Je sais pas, le film de Dwayne Johnson, c'est quand même dans un canapé, qui est 100 fois. C'est quand même, il occupe tout le cadre, quoi, tout l'écran, et elle, Emily Blunt à côté. Moi, je trouve ça assez passionnant, quoi, de voir ce qui se passe et de voir cette violence là aussi qui sommeille. On a toujours l'impression qu'il est au bord de l'explosion et en même temps voilà, c'est un film sur quelqu'un qui se contient en permanence, quoi. Ce qui est d'ailleurs hyper intéressant à mettre en relation avec Marty Suprême, où là, c'est pas un colosse, et pourtant ce qui provoque comme désastre autour de lui. Oui. Voilà, et par exemple, je pense que Marty Suprême, Josh Safdie, pour le coup, prolonge beaucoup plus Uncut James dans ce que les gens ont pu aimer et apprécier dans Uncut James. Après, déjà, il y a une équipe beaucoup plus similaire, il y a Darius Khondji, on a Ronald Bronstein qui a été le scénariste emblématique des Safdie de tous leurs films, qui est de retour avec Marty Suprême. On a la même chef décoratrice, on a vraiment la même équipe quoi. Donc et juste pour finir sur Marty, moi je pense que l'une des manières de bien rentrer dans le film, c'est aussi de voir comment tous les films des Safdie ont été des films où le personnage courait après le scénario, et donc du coup cette quête de vitesse venait de là, de ce personnage qui essaye de rattraper la réalité. Et là dans Marty Suprême c'est le contraire, c'est le personnage qui tire le scénario, et en fait c'est une réactualisation au positif de tout ce qu'a fait les films des frères Safdie. Là où avant c'était négatif, c'était toujours de la contrainte, de l'oppression, là c'est quelqu'un qui veut s'en sortir et qui du coup va provoquer dans le positif, avec évidemment son lot de désastres et de pots cassés quoi. Deux dernières questions pour Nicolas. Si vous en avez, levez le bras au fond. Oui. On va vous donner un micro derrière vous. Ok. Au début, tu parlais du fait que tu ne sais pas trop pourquoi Uncut James t'avait autant touché. Moi, j'ai un peu ce truc, mais peut-être pas autant avec Marty Supreme. Et je me suis beaucoup posé la question pour moi aussi, pourquoi j'avais autant été fasciné par ce portrait de joueur de ping-pong. En fait, moi, je trouve que ce qui m'émeut dans le cinéma des Safdie, c'est la recherche de l'absolu. Presque, tu parlais de risque gros pour remporter gros. Et en fait, c'est des personnages qui sont pleins de fiction, et pourtant qui sont tirés de documentaires, enfin en tout cas quand c'est des personnages plus grande nature. Et je trouve que ça dit quelque chose du cinéma beaucoup, c'est ce désir de sublimer le réel, en tout cas d'aller chercher quelque chose de plus grand que ce que nous, dans la banalité, on peut aller chercher, quoi. Ça, je trouve que c'est une idée qui me touche vraiment sur le film. Je propose de synthétiser ce que tu dis par avoir une haute estime de la vie. Mais en fait, on vient pas sur Terre pour travailler et souffrir. Donc en fait, on cherche plus. Et Marty Suprême, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut pas se contenter de vendre des chaussures, et il veut la femme de ses rêves, mais il veut pas avoir un enfant dans un monde où il restera prolétaire à vendre des chaussures, et il veut pas ça pour son enfant. Et en fait, ce qui est intéressant avec Marty, c'est que il y a un peu l'idée que Josh Safdie en vient à faire ce film, est capable de faire ce film,
au moment où il est au sommet de la chaîne du cinéma indépendant américain. Et en fait, il a presque fallu attendre que lui réussisse sa carrière et soit au sommet de sa carrière pour offrir ce que moi j'ose appeler un happy end, qui est la femme, l'enfant et la victoire. Après la victoire, si les gens ne la reconnaissent pas, on s'en fout, mais lui en fait au fond de lui il sait qu'il a gagné, il a tout gagné. Donc en fait il y a presque une idée comme si pour gagner chez les Safdie, il avait d'abord fallu attendre que eux puissent reconnaître cette victoire-là eux-mêmes. Ouais, et puis après je pense que c'est des cinéastes qui ont vieilli, je pense que Josh Safdie est père désormais. Donc du coup il y a aussi une idée de la transmission et de la beauté qui a muté quoi. Question, ouais. C'est juste pour revenir justement sur l'Opale et aussi sur New York. Alors paradoxalement, justement, l'un des premiers plans, je crois, qui n'a pas été montré, enfin qui ne montre pas New York de la filmographie des frères Safdie, c'est dans Uncut James, parce que le film s'ouvre en Éthiopie. Ouais. Et c'est une scène très très étrange parce que tu précises beaucoup que justement c'est un film d'époque, et ce que ça montre géopolitiquement est très étonnant et assez peu montré finalement dans le cinéma américain mainstream. C'est en fait des usines qui appartiennent à des Chinois qui exploitent des Éthiopiens et aussi comment cette exploitation va en fait nous mener justement plutôt du côté justement de New York et plutôt d'une judéité entremêlée à une question éthiopienne. Et justement, comment toi tu percevais en fait cette ouverture qui est totalement surprenante, improbable? En fait, c'était une idée qui m'a d'abord rendu mal à l'aise, mais je me suis presque demandé s'il n'y avait pas comme ça une sorte de réactualisation de la triangularisation du commerce avec l'esclavage. C'est une possibilité. Et donc là, dans le néolibéralisme actuel, du coup, on fait rentrer de nouvelles données qui sont, comme tu dis, les Chinois, comme tu dis, d'autres usines, d'autres sphères économiques comme ça dans le monde. Après, en effet, c'est la première fois qu'on se déplace vraiment fort de New York. Et je pense que là où c'est intéressant, c'est que ça arrive dans Uncut James, qui est un film qui essaye de relier l'individu à l'univers. Et donc, en fait, avec l'Opale, où si on comprend littéralement le plan d'ouverture et le plan de fin, l'univers entier est compris à l'intérieur littéralement de Howard, vu que le film commence par une coloscopie, et que du coup on fait une transition entre l'univers et le cul de Howard littéralement. Et après, quand Howard meurt à la fin et qu'on rentre dans son crâne, on retombe dans cet univers-là. Donc il y a comme ça une espèce de connexion entre l'individu et le tout. Et voilà. Après, je pense que c'est pas la donnée centrale du cinéma des Safdie de parler d'ailleurs. Peut-être qu'ils veulent parler de choses qu'ils connaissent, ils préfèrent parler de peu de choses, mais d'en parler bien. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un déplacement à l'extérieur, on peut remarquer que c'est dans une visée très précise, qui est toujours dans un rapport géopolitique. Par exemple, dans Marty Suprême, le déplacement au Japon me semble hyper violent, parce qu'on parle donc dès qu'il vient faire le match final à la fin, il y a une espèce de double humiliation où Marty est supposé être là pour son patron, le grand capitaliste, quoi. Et en fait, il va d'une part humilier son patron en gagnant le match alors que son patron lui a demandé de perdre pour vendre des raquettes au Japon. Et en fait, il y a presque un côté, vous avez pris la bombe nucléaire il y a 10 ans et bam, je vous en remets une deuxième, quoi. Donc il y a comme ça toujours une réactualisation, et tu vois, de Marty Suprême, Marty, le personnage de Marty, parle de Auschwitz, d'Hitler. Donc en fait, quand on se déplace de New York, c'est pour rappeler des rapports de force, des rapports de domination, des rapports historiques. Et c'est passionnant. Encore des questions au fond? Oui. Moi, je voulais savoir aussi, moi je vois un peu Uncut James comme une bascule dans leur carrière, parce que justement il y a un peu ce côté, on bascule dans le mystique avec la pierre, alors qu'avant on faisait plus des films sociaux. Alors, c'est la fin de la question, je te coupe pas la parole. Donc, c'est quand même important. Alors oui, complètement. Si on veut essayer de segmenter la carrière des Safdie, il y aurait grosso modo une trilogie qui serait Mad Love in New York, Good Time et Uncut James, qui serait le même film radicalisé avec plus d'argent et plus d'enjeux de l'un à l'autre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours comme ça ces espèces d'envolées un peu oniriques. Je sais pas si par exemple beaucoup de personnes ici ont vu Les Niennes de Kids, mais il y a un peu déjà ce côté malicieux où en un raccord on va faire une blague, on va faire un jeu. Par exemple, dans Les Niennes de Kids, à un moment donné, le père doit aller travailler au cinéma, il est projectionniste, et ses enfants sont hyper excités, ils n'arrivent pas à dormir. Et il leur dit je vais vous jeter la couverture sur vous, vous allez disparaître. Et il jette la couverture et les enfants disparaissent littéralement. Donc en fait il y a comme ça une espèce de sortie de route poétique très maîtrisée. Après ça revient pas, on n'en reparle pas, c'est pas du tout un point de départ fantastique au récit.
mais il y a comme ça des toutes petites touches. Par exemple, ils ont un court-métrage sur un ballon qui s'appelle The Black Balloon. Je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs films des Safdie. Et en fait, donc on se met à humaniser un ballon comme ça. Donc il y a un peu une tendance vers le mysticisme qui, en effet, dans Uncut James, explose complètement et se radicalise. Il y avait, alors, juste deux choses que je voulais rajouter. C'est intéressant, j'ai appris en te lisant que avait été pressenti pour le personnage de Howard Vincent Gallo, Ouais. Sacha Baron Cohen et Jonah Hill. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant, c'est marrant parce qu'en creux, se dessine un peu le personnage d'Adam Sandler. On voit, et on se dit, non, Avec la morphologie. mais ouais. Je trouve ça super intéressant de se dire, tiens, oui, à petites touches comme ça, il se dessinait ce personnage-là. Et j'aurais été curieux de voir un film qui aurait peut-être pas été le même, mais avec Vincent Gallo par exemple, Complètement. ou avec voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une sympathie incroyable pour ce personnage. Je pense qu'avec d'autres comédiens, on l'aurait peut-être pas eu, mais je sais pas, il y a quelque chose qui le rend très attachant. Bah, là où c'est beau aussi, c'est que les Safdie ont des idées très précises. Et en fait, ils voulaient Adam Sandler depuis longtemps. Et en fait, même pour la petite histoire, ils lui ont demandé une première fois. En gros, il leur a pas donné l'heure. Il a dit ouais, je m'en fous, lui il s'en tape, on s'en fout complètement de vous. Et en fait, ils ont fait Good Time avec Robert Pattinson. Donc il y a comme ça eu une espèce de montée dans les castings en termes de célébrité. Et en fait, Robert Pattinson, c'est lui qui a dit moi je veux travailler avec ces gens-là. Et du coup, les Safdie qui n'arrivent pas à monter Uncut James se disent ok, alors Robert Pattinson ça marche pas dans le rôle, il est trop jeune, c'est pas du tout la morphologie, tout ça. En fait, ils ont presque, alors c'est pas le cas, mais ils ont presque pris Good Time comme un film de commande, leur permettant de monter une marche pour aller vers Uncut James. Et ils ont dit ok, on va faire un film sur toi, on fabrique le film sur mesure, on est des portraitistes, quoi, on taille et tout. Good Time, c'est super, compétition, c'est génial. Adam Sandler présente Meyerowitz Stories à Cannes la même année. Et en gros, ils leur disent hello, c'est génial, Good Time, d'une part, de seconde part, le deuxième film il est avec vous. Et après là, les négociations ont repris, ils ont monté le film. Et voilà, donc c'est assez intéressant, mais aussi de montrer comment les Safdie ont, par exemple, toujours été attirés vers une image très clinquante. Ils prennent pas n'importe quels acteurs. Et entre Pattinson, Sandler, Chalamet par exemple, il y a comme ça l'idée de faire jouer les plus grands chez eux. Et ils prennent cette grandeur pour ce qu'elle est. Et je pense que Timothée Chalamet, c'est aussi cette excentricité propre à l'acteur qui a saoulé tout le monde pendant la campagne de promotion, quoi. Ouais, et puis le fait que l'acteur soit producteur aussi, il est Ouais, coproducteur du complètement. film, je trouve qu'il me pose des questions aussi par rapport à la façon dont un comédien, une superstar a la main mise sur un film. Alors à préciser, mais je pense que dans Good Time, Pattinson aussi l'est par rapport à l'histoire de cette conception. Ok. Voilà. Juste une deuxième parenthèse, je voulais savoir si tu avais vu The Cruise de Bennett Miller. Évidemment, mais après avoir écrit. Après avoir écrit, parce qu'il est étrangement absent du livre, et je me suis dit, mais c'est un film qui devrait avoir toute sa place dans ton livre. C'est un film que je recommande s'il doit être encore dans les salles. Il va sortir l'an prochain en DVD. C'est un des premiers films du réalisateur de Foxcatcher et Bennett Miller, et qui filme une sorte de guide juif new-yorkais, totalement un film de Safdie, et qui est qui porte le film à lui tout seul, qui est incroyable, quoi. Oui, alors la découverte du film a eu son lot de névrose dans le fait de ne pas l'avoir cité. Là où je m'en sors, c'est de me dire que le livre, essaye tellement de convoquer tout un imaginaire new-yorkais qu'en fait, à un moment donné, la question n'est plus d'être exhaustif, et qui peut prétendre être exhaustif sur New York. Tu t'en sors bien. Ouais, mais voyez le film quand même. Voyez le film absolument. Et ouais, par exemple, alors une autre grande névrose que j'ai un peu essayé d'absenter du livre, mais qui est un peu partouche et qui est dans The Cruise, c'est que le film sort en 99 ou 2000, et ce personnage qui est donc guide touristique à New York parle des tours jumelles d'une manière magnifique. C'est incroyable. Et en fait, il dit que sa grande passion à ce mec-là, c'est d'aller sur le parvis qui avait des deux tours jumelles, de tourner sur lui-même très vite et de regarder les tours, puis de s'allonger. Et il se dit, et en fait là, j'ai l'impression que les tours me tombent dessus. Et il dit ça un an avant, quoi. Donc pas mal. Nicolas, un grand merci. Merci à toi. Merci à toi. Bravo. Le livre
sont en vente à la caisse et tu les dédicaceras pour ceux qui le veulent Avec bien. grand plaisir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ouais, ça vous a plu, c'est bon? Ah, génial. Bon, bah, tant mieux. Allez, non, c'était horrible.